Je suis assis sur cette histoire depuis un moment et je pense qu'il est temps d'en parler à quelqu'un. C'est le genre de choses qui te colle à la peau, tu sais? Le genre de choses que vous ne pouvez pas ignorer, peu importe à quel point vous le souhaitez. J'avais 25 ans quand j'ai pris la décision d'emménager dans le sous-sol de la maison de mon oncle. Ce n'était pas idéal, mais c'était pratique. Le loyer était bon marché, presque suspect, et dans une ville où les coûts du logement pouvaient vous ruiner avant que votre premier chèque de peine arrive, cela suffisait à justifier les compromis. C'était calme, l'espace était suffisant et j'avais une entrée séparée. Mais cela était assorti d'une condition très claire, je n'étais pas autorisé à recevoir des invités. Pas d'amis, pas de rassemblement, pas d'exception. Mon oncle était strict à ce sujet, peut-être surprotecteur, peut-être contrôlant. Il a dit que c'était une question de sécurité. Je soupçonnais qu'il s'agissait davantage de maintenir l'ordre dans la maison. Sa femme, ma tante, avait toujours été froide avec moi et leur fils, mon cousin, restait seul. Nous nous sommes rarement croisés et je n'ai jamais poussé à faire autrement. Mais un week-end, tout a changé. Mon oncle et sa femme ont quitté la ville pour se marier dans un autre état. C'était la première fois que j'avais la maison pour moi seul. Le silence fut soudain libérateur, comme si quelqu'un avait desserré un collier autour de mon cou. J'ai décidé de contourner les règles une seule fois. J'ai invité 2 amis proches, Manny et Rhys. Nous n'avions pas eu une vraie soirée depuis des mois. Nous sommes allés dans les bars du centre-ville, avons bu quelques bières, plaisanté trop fort et agi comme si nous avions à nouveau 21 ans. Ça faisait du bien de se laisser aller, d'oublier le poids des routines et des responsabilités pour une nuit. Nous sommes rentrés à la maison tard, peut-être vers 2h30 du matin, bourdonnés mais pas incontrôlables. Le sous-sol était chaleureux, sûr et éloigné du reste de la maison. Nous nous sommes écrasés sur les canapés et les matelas par terre, nous parlant pour dormir. À un moment donné cette nuit-là, je me suis réveillé. Au début, je ne pouvais pas dire ce qui m'avait dérangé. Tout était calme, le genre de calme qui enveloppe une maison longtemps après minuit. Mais il y avait quelque chose. Un son. Faible, étouffé. Comme si quelqu'un haletait à travers un tissu. J'ai retenu mon souffle et j'ai écouté plus fort. Le voilà de nouveau, un bruit étouffé, irrégulier, plongeant. Ce n'était pas le craquement d'une vieille maison. C'était humain. Et ça venait d'en haut. Ma poitrine se serra. J'ai jeté un coup d'œil à Manny et Rhys, tous 2 endormis, inconscients. Mon instinct me disait de rester sur place, de l'ignorer, de me rendormir. Mais le son ne s'arrêtait pas. Un léger bruit sourd suivit, comme si quelqu'un trébuchait ou était projeté contre un mur. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Prudemment, j'ai monté les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. La maison était sombre, à l'exception de la faible lueur de l'horloge numérique du micro-ondes de la cuisine. Le bruit était devenu plus fort maintenant. Et ça venait de l'étage supérieur, du niveau de mon oncle. Mais il n'était pas censé être chez eux. J'ai hésité en bas du 2e escalier. Ma bouche était sèche. Je n'étais pas censé être là. Je n'étais pas censé entendre ça. Mais la curiosité et un sentiment d'effroi tenace m'ont poussé vers le haut, un pas lent à la fois. En atteignant le sommet, j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais, l'étouffement, la violente bagarre et un accident écœurant. Quelque chose était cassé. Vert. Puis vint le silence. Puis encore une lutte. Je me suis approché de la porte partiellement ouverte de ce qui avait toujours été une chambre d'amis. La lumière était allumée. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. Une femme, ensanglantée et haletante, était par terre. Son visage était enflé, sa lèvre fendue. Ses poignets saignaient là où elle avait clairement riposté. Et accroupie au-dessus d'elle, à cheval sur son torse, se trouvait ma cousine. Il avait une main autour de sa gorge et l'autre tenant son téléphone. Il ne le filmait pas pour obtenir des preuves ou de l'aide. Diffusion en direct. Il y avait un trépied à côté de lui, un anneau lumineux atténué pour obtenir une douce lueur et un ordinateur portable avec l'écran face à lui. La fenêtre de discussion était ouverte. Les gens regardaient. Des dizaines. Peut-être plus. Des commentaires défilaient sur l'écran. C'est insensé. Est-ce réel? Elle bouge toujours, finis-le. Je me suis figé. Pendant plusieurs secondes, mon cerveau a refusé de traiter ce que je voyais. J'étais paralysé par l'incrédulité. Ce n'était pas réel.
Cela ne pouvait pas se produire ni ici, ni dans la maison de mon oncle, ni par quelqu'un avec qui je partageais ma famille. Mon cousin ne m'a pas vu. Sa concentration était fixée sur son écran, sur sa performance tordue. Les mains de la femme agrippèrent faiblement ses bras. Ses yeux roulèrent vers le haut. Elle perdait la bataille pour l'air. Je reculai, lentement et silencieusement. Une fois sorti de la pièce, j'ai couru. Redescendez les escaliers. Par la cuisine. Au sous-sol. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le 911. Je me souviens que ma voix s'est brisée lorsque j'ai donné l'adresse. Je leur ai dit qu'il y avait une femme attaquée à l'étage. J'ai dit que mon cousin lui faisait du mal, peut-être qu'il la tuait. Je n'ai pas mentionné la diffusion en direct. Je ne pouvais même pas encore l'expliquer. Par miracle, une voiture de patrouille venait de laisser un autre appel à proximité. Moins de 3 minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes. Puis le claquement d'une porte d'entrée. Les officiers crient. Les pieds martèlent à l'étage. Je suis resté en bas, caché derrière la fournaise, toujours à la main sur mon téléphone. Finalement, je suis remonté. Mon cousin était menotté et conduit dehors par 2 policiers. Sa chemise était tachée, ses mains tachées de sang. Il n'a pas résisté. Mais en passant devant moi juste à l'extérieur de la cuisine, il s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient calmes. Trop calmes. Et derrière eux, il y avait quelque chose qui me glaçait. Pas de regret. Pas de peur. Mépris. Comme s'il me reprochait d'avoir interrompu quelque chose d'important. La femme a été transportée sur une civière. J'ai vu son visage, à peine reconnaissable par rapport à ce qu'il devait être autrefois. Elle ne bougeait pas. L'un des ambulanciers a vérifié son pouls et a hoché la tête. Elle était vivante. À peine. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été attirée là-bas sous prétexte d'une séance photo privée. Mon cousin avait apparemment utilisé les réseaux sociaux pour se faire passer pour un recruteur pour des concerts de mannequins. Ce n'était pas la première fois qu'il essayait d'attirer quelqu'un. C'était juste la première fois que quelqu'un arrivait à temps. Mon oncle et ma tante ont été alertés et sont revenus le lendemain. Je les ai rencontrés à la porte. Mon oncle avait l'air brisé avant même de connaître les détails. Ma tante parlait à peine. Je leur ai tout dit. Je n'ai pas épargné les détails. La maison ne ressemblait plus à un chez-soi. C'était comme une scène de crime. J'ai fait mes valises ce soir-là. Je me fichais de la caution ou de ce que je laissais derrière moi. J'ai pris mes vêtements, ma carte d'identité, quelques livres et je suis parti. Je ne pouvais plus dormir dans ce sous-sol. Je ne pouvais pas passer devant cet escalier en sachant ce qui s'était passé au-dessus. J'ai emménagé pendant un moment dans la chambre d'amis d'un ami, essayant de tout gérer. La police est venue encore 2 fois pour poser des questions. J'ai témoigné plus tard cette année-là. Je n'ai plus jamais revu mon cousin après cette nuit. Il a été accusé de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de diffusion illégale de matériel viol. À ce jour, je ne sais pas si la femme a survécu longtemps. Aux dernières nouvelles, elle était dans un état critique mais stable. Je ne connais pas son nom. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je pense souvent à elle. Il y a des nuits où je me réveille, comme je le faisais alors, sans savoir ce qui m'a ému. Parfois, j'entends des halètements fantômes dans le silence. Parfois, je me souviens du bruit de ce vase qui se brisait, aigu et définitif. Et toujours, je me souviens de ses yeux, de ce dernier regard qu'il m'a lancé. Pas peur. Pas désolé. Juste, calculé. Je me demande qui il pensait devenir. Je me demande ce qu'il aurait fait si je n'avais pas entendu le son. Si je n'avais pas monté ces escaliers. Si j'étais juste resté endormi. J'essaie de ne pas m'attarder sur ces questions. Mais je n'y suis pas retourné depuis. Et je ne le ferai jamais. Après mon divorce compliqué, je me suis dit que j'avais besoin de calme, pas seulement de silence, mais d'un silence plus profond. Le genre qui m'apportait de l'espace, de la solitude et un peu de distance par rapport au monde qui m'avait dévoré pendant des années. 5 ans s'étaient écoulés depuis que tout s'était effondré, depuis les salles d'audience et les batailles pour la garde, depuis les avocats et les mensonges. Je ne courais plus, je reculais juste. J'ai trouvé une cabane dans le nord de l'État de New York, nichée au bord d'une réserve forestière nationale,
loin du chaos de la vie urbaine. Pas de trafic. Aucun voisin à portée de voix. La propriété s'étendait largement avec des arbres épais, des broussailles denses et des sentiers pédestres que je mémorisais comme le bout de ma main. Je l'ai acheté la même semaine où je l'ai vu. Quelque chose dans le silence m'a appelé. La cabane elle-même était en bois massif, modeste mais belle, avec une mezzanine pour dormir, une cheminée qui crépitait comme celle d'un ami et des baies vitrées qui accueillaient la brume matinale comme sur des roulettes. L'air sentait le pin et la terre froide. Le genre d'endroit où l'on pouvait à nouveau entendre ses propres pensées. En tant que développeur de logiciels à distance, c'était parfait. Aucune distraction. Mon internet était alimenté par satellite, lent mais stable. J'ai travaillé de l'aube au début de l'après-midi, puis j'ai fermé mon ordinateur portable et fait de longues randonnées. J'ai regardé des cerfs brouter depuis mon porche, j'ai vu des renards s'élancer entre les arbres et une fois, juste une fois, j'ai croisé les yeux d'un ours noir à moins de 6 mètres. Il cligna lentement des yeux et s'éloigna. J'ai appris à respecter la nature et à ne jamais laisser de nourriture dehors la nuit. Les journées se fondaient dans quelque chose de paisible. Le bourdonnement des insectes, le bruit des feuilles frôlant le vent, le doux ululement des hiboux. C'était une guérison. En 5 ans, j'étais passé de brisé à entier. Je n'ai pas manqué le bruit de ma vie passée. Pas les cris. Pas la trahison. J'avais la paix. Jusqu'à une nuit, je ne l'ai pas fait. Il était tard, juste après minuit. Je m'étais couché après avoir débogué du code et lu quelques chapitres d'un livre dont je ne me souviens plus. La fenêtre à côté de mon lit était entr'ouverte, comme je l'aimais, pour laisser entrer le bruit de la forêt. Puis je l'ai entendu. Un bruissement. Mais pas du genre habituel. Je m'étais familiarisé avec l'orchestre nocturne, écureuil, opossum, raton laveur. Même un coyote occasionnel. Mais c'était différent. Plus lourd. Erratique. Déterminé. Quelque chose de grand, quelque chose d'humain, cassant des brindilles sous ses pieds, bruissant des branches, se déplaçant avec urgence. Je me suis assis et j'ai écouté. Il venait de la limite et de la propriété, juste après l'érablière, là où le terrain descend vers le ruisseau. J'aurais dû rester à l'intérieur. Cela aurait été la chose intelligente à faire. Mais la curiosité, ou quelque chose de plus profond, m'attirait. Je devais savoir ce qu'il y avait là-bas. Je n'ai pas allumé la lumière du porche. Je connaissais assez bien les chemins par cœur. J'ai enfilé des bottes et une veste, j'ai attrapé mon téléphone mais je n'ai pas allumé la lampe de poche. La lune était suffisamment brillante. Je bougeais lentement, le souffle court dans l'air froid. Chaque instinct me disait d'être prudent. En me faufilant à travers les arbres, je les ai vus. 2 hommes. Habillés de noir. Pas d'équipement réfléchissant, pas de fusil de chasse, pas d'outils sauf une pelle, chacun. Ce n'étaient pas des locaux. Je pourrais le dire immédiatement. Leurs vêtements étaient trop propres pour travailler. Leurs mouvements trop rapides, trop concentrés. Et puis j'ai compris pourquoi. Il y avait un corps au sol. Une femme. Le sang s'accumulait sous sa tête, imbibant le sol gelé. Ses bras étaient tordus de manière anormale. Une chaussure s'était détachée. Son visage était légèrement tourné, les yeux fermés. Elle n'a pas bougé. L'un des hommes grogna en creusant. L'autre se tenait à proximité, faisant les 100 pas, regardant encore et encore par-dessus son épaule. Ils étaient pressés. Ils ne s'attendaient pas à des témoins. Personne ne vient ici, réalisais-je. C'était le but. Je me suis accroupi derrière un arbre tombé, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. J'avais envie de crier. Pour courir. Mais il ne m'avait pas vu. Pas encore. La scène était surréaliste. Comme une histoire d'une de ces chaînes YouTube sur la vraie criminalité que j'écoutais en travaillant. Corps retrouvé dans les bois. Conseils anonymes. Enterrement de minuit. Mais ce n'était pas un podcast. C'était ici. Réel. En direct. Je reculais lentement, chaque pas mesuré, silencieux. Une fois suffisamment loin pour être hors de portée de voix, je me suis retourné et j'ai couru. Je ne me suis arrêté qu'à mon retour à l'intérieur de la cabine. J'ai verrouillé la porte, verrouillé l'entrée arrière et rampé jusqu'à la fenêtre pour m'assurer que personne ne m'avait suivi. Ensuite, j'ai appelé la police. Murmurai-je, ne faisant pas confiance au mur. Je leur ai donné ma position,
expliqué ce que j'avais vu et je suis resté en ligne. À leur honneur, ils n'ont pas hésité. Une petite équipe de shérifs a été dépêchée immédiatement. Le répartiteur m'a dit de rester discret et d'attendre le son de leur sirène avant de faire autre chose. 20 minutes se sont écoulées. Cela m'a semblé des heures. Puis j'ai vu des lumières traverser les arbres. Lampe de poche. Officier. Arme dégainée. Je suis resté à l'intérieur pendant qu'ils se dirigeaient vers le site. Je ne pouvais pas regarder. Je ne voulais pas voir ce qu'ils avaient trouvé. Ou quoi d'autre pourrait arriver. Finalement, l'un des agents s'est présenté au chalet, a frappé 2 fois et s'est identifié. Je le laisse entrer, les mains toujours tremblantes. Ils les ont tués. Tous 2. Toujours sur le site. Le corps n'avait pas encore été entièrement enterré. La femme, ont-ils déclaré, était décédée des suites d'un traumatisme contondant. Sa carte d'identité indiquait qu'elle venait de 2 villes différentes. Aucun lien pour l'instant avec les suspects. J'ai fait ma déclaration complète. Je leur ai montré où j'en étais. J'ai expliqué comment j'étais venu vivre ici, à quel point c'était calme, à quel point sûr ça se sentait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis près de la fenêtre jusqu'à l'aube, regardant les arbres comme s'ils voulaient parler. Chaque crépitement dehors me faisait sursauter. Chaque coup de vent devenait une menace. Les policiers m'ont dit que les suspects ne savaient pas que quelqu'un les avait vus. Ils étaient négligents. Précipités. Peut-être des amateurs. Peut-être embauchés. Pas moyen de le savoir pour l'instant. Mais cela n'avait pas d'importance. Je ne pouvais pas rester. J'ai fait mes valises le lendemain matin. L'essentiel uniquement. J'ai laissé les livres, la cafetière, le bureau personnalisé que j'avais construit de mes propres mains. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Et s'il faisait partie de quelque chose de plus grand? Et si quelqu'un me reprochait ce qui s'est passé? Et si un jour, quelqu'un revenait chercher le témoin? J'ai laissé un mot au shérif, le remerciant pour sa réponse. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas. Ma paix avait été volée et aucun silence ne pouvait la ramener. J'ai déménagé dans une petite ville, plus proche des gens. Un appartement au 2e étage avec des voisins au-dessus, en dessous et à côté de moi. Je garde mes fenêtres fermées maintenant. Je dors avec une lumière allumée. Certaines nuits, je me réveille haletant, convaincu d'entendre des pelles. Convaincu, j'aperçois quelqu'un en noir se déplaçant entre les arbres. Je sais ce que j'ai vu. Je sais que j'ai fait la bonne chose. Mais je ne peux pas l'oublier. Pas le corps. Pas le sang. Pas de la façon dont il travaillait en silence, comme il l'avait fait auparavant. Je suis venu dans les bois pour oublier le passé. Pour trouver quelque chose comme la paix. Au lieu de cela, je suis entré directement dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Et maintenant, cela fait partie du mien. Je suis plus âgé maintenant. Le genre de vie plus ancienne où les os répondent et où la mémoire, bien que fanée par endroits, s'aiguise quand elle le veut. Certaines choses restent avec vous, même si vous essayez de les ranger dans le fond de votre esprit. C'est une de ces choses. C'est arrivé quand j'avais 15 ans, à l'automne 2007. Mes parents étaient allés passer la nuit au casino, une occasion rare pour eux de se détendre, et m'avaient laissé seul à la maison avec notre chien, Derry. Nous vivions dans un quartier calme, du genre où les gens hochaient la tête depuis les porches et laissaient les lumières de leur Porsche allumées par routine. Ce n'était pas le genre d'endroit où on s'attendait à quelque chose réel arriver. Mais c'est le cas. Cette nuit-là, il n'y avait que moi et Derry. C'était un mélange de berger allemand, intelligent, farouchement loyal et jamais enclin au bruit inutile. Si elle aboyait, cela signifiait quelque chose. J'étais dans ma chambre à l'étage, alternant entre envoyer des messages à mes amis sur IM et regarder les premières vidéos YouTube, des sketchs comiques aléatoires, des clips musicaux, rien d'important. Il était environ 23 heures et la nuit semblait ordinaire. Sûr. Puis Derry a aboyé. Pas un seul aboiement, mais une série rapide d'avertissements forts et précis. Depuis le salon. J'ai mis ma vidéo en pause, je me suis levé et j'ai écouté. Elle a continué en aboyant contre quelque chose. Ou quelqu'un. Je suis descendu en essayant d'avoir l'air courageux. Derry, murmurai-je. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle regarda vers la porte d'entrée,
les oreilles rigides, le corps tendu. J'ai allumé la lumière du porche et j'ai regardé par le Judas. Rien. Puis j'ai vérifié par la fenêtre, rien d'inhabituel à l'extérieur. La rue était calme. Aucun pas. Pas d'ombre. Je l'ai calmée avec quelques caresses et quelques murmures rassurants. Finalement, elle s'est arrêtée. Mais ses yeux restèrent fixés sur cette porte pendant encore un moment. Pourtant, je me suis convaincu que c'était un raton laveur ou un chat en liberté. Peut-être même juste le bruit du vent dans les arbres. J'ai grandi en entendant des histoires d'intrusion, mais cela arrivait toujours. Quelqu'un d'autre. Je n'ai pas vécu ce genre d'histoire. Pas encore. Je suis remonté, j'ai repris mes conversations et j'ai laissé le malaise se dissiper. J'en ai même plaisanté dans un message à mon ami, quelque chose comme « Derry essaie encore de me protéger des fantômes MDR ». Puis cela s'est reproduit. Encore plus fort cette fois. Derry aboyait comme si la maison elle-même était assiégée. Il y avait quelque chose de paniqué dans son ton, un son que je n'avais entendu qu'une seule fois auparavant. Quelques années plus tôt, un homme avait tenté de s'introduire dans notre garage pendant les vacances. Derry était devenue folle à ce moment-là, et je me souviens exactement du genre d'aboiement qu'elle faisait. C'était la même chose. Mon cœur tomba dans mon ventre. J'ai coupé mes haut-parleurs et je me suis levé lentement, comme si mes jambes devaient se rappeler comment travailler. Ce n'était pas un jeu. Je l'ai senti dans ma colonne vertébrale. Je suis redescendu avec précaution, chaque pas étant délibéré. J'ai atteint le bout du couloir et j'ai jeté un coup d'œil vers le salon, m'attendant à moitié à ne plus rien voir. Mais cette fois, là était quelque chose. La poignée de porte. Ça tremblait. Non en difficulté. Se tord fort. Une main le poussait, avec force. Pas seulement le secouer pour tester la serrure. J'essaie d'entrer. Je me suis figé. Pendant un instant, le temps aussi. Puis la porte elle-même s'est légèrement fissurée au niveau des charnières. Il avait absorbé un coup. Je pouvais maintenant voir une silhouette de l'autre côté, entièrement recouverte de noir. Encapuchonnée. Gantée. Ce n'était pas quelqu'un qui passait. C'était quelqu'un entré par effraction. J'ai couru vers la cuisine, j'ai retiré le téléphone sans fil de son support avec les mains tremblantes et j'ai composé le 911. Je me souviens des mots exacts que j'ai prononcés, quelqu'un entre par effraction dans ma maison. Je suis seul à la maison. S'il vous plaît, envoyez de l'aide, maintenant. Le répartiteur était calme, trop calme, me demandant de décrire l'intrus, où je me trouvais et si je pouvais me cacher. Je me suis caché derrière le comptoir de la cuisine, Derry grognant à côté de moi. Je suis resté en ligne lorsque j'ai entendu un autre grand fracas, des éclats de bois. Puis silence. Et puis la porte s'est ouverte. Je ne pouvais pas respirer. La personne était entrée. J'ai serré le téléphone si fort que ma main est devenue engourdie. Je m'attendais au pire. De lourdes bottes circulaient dans le couloir. Je suis resté immobile. Je ne sais pas combien de temps je suis resté accroupi là avant d'entendre une voix que j'ai reconnue, une voix qui ne correspondait pas à ce que je m'attendais à entendre lors d'une effraction. « Bonjour », dit-il. « C'est juste moi, c'est Clem. Oncle Clem. » Je me suis levé, confus, toujours en ligne avec le 911. J'ai jeté un coup d'œil au coin de la rue. Il était là. La capuche est toujours en place. Une carte dans une main. Aucune explication dans son regard, seulement la moindre trace d'irritation, comme je avais interrompu lui. Je sors de la cuisine, toujours tremblante. « Oncle Clem. Qu'est-ce que tu fais ?» Il cligna des yeux. « Je voulais juste laisser une carte à ta mère et à ton père. Je pensais que je passerais, je savais qu'ils étaient sortis, je ne voulais pas te réveiller. » J'ai regardé la porte cassée. La charnière cassée. Les rayures là où il avait essayé de forcer le bouton de sortir de son support. « Alors tu es entré par effraction ?» dis-je en élevant la voix. « Toi cassé dans la maison ?» Avant qu'il ne puisse répondre, des lumières clignotantes rouges et bleues inondaient le salon à travers les fenêtres. La police était arrivée. J'ai ouvert la porte enfin, ce qu'il en restait et je les ai laissés entrer. Ils arrivèrent rapidement, armes au poing, demandant les mains en l'air. Oncle Clem obéit. J'ai tout expliqué en désignant la porte, la chronologie, l'appel. Il a commencé à parler rapidement sur le fait qu'il ne voulait pas me déranger, sur le fait qu'il pensait que la porte était peut-être bloquée et qu'il voulait glisser la carte en dessous.
Comment il a frappé mais personne n'est venu. Les officiers n'y croyaient pas au début. Ils ont demandé une pièce d'identité et ont remis en question ses liens avec la famille. Finalement, son histoire les a suffisamment adoucis pour que les menottes ne soient pas enlevées. Ils m'ont regardé, se sont assurés que je me sentais en sécurité et m'ont dit de rappeler si quelque chose d'autre arrivait. Puis ils sont partis. Mes parents sont rentrés à la maison environ 30 minutes plus tard. La première chose qu'ils virent fut la porte, fissurée et brisée sur le côté. Ils étaient horrifiés. Pourquoi n'a-t-il pas simplement appelé, a demandé ma mère. Il a dit qu'il voulait déposer une carte, répondis-je d'une voix sourde. Je ne voulais pas me réveiller. Mon père a marmonné quelque chose à propos du comportement étrange de Clem ces derniers temps. Ils l'invitèrent à rester quelques minutes pendant qu'ils discutaient. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai jamais vu la carte. Je m'allonge sur mon lit, incapable de me reposer, pensant à tout. Les bruits. Les avertissements de Derry. Le silence entre les aboiements. Et surtout, pourquoi mon oncle avait choisi que temps, que chemin, pour passer. Et si je n'étais pas à la maison? Et si je n'avais pas appelé la police? Et si Derry n'avait pas aboyé? Des années plus tard, je me pose encore la question. Il y avait quelque chose qui clochait cette nuit-là. Je l'ai rejoué 1000 fois dans ma tête. Je n'accuse pas, je ne prétends pas savoir ce qu'il avait en tête. Mais je sais ceci. On n'entre pas par effraction chez quelqu'un pour laisser une carte. Même aujourd'hui, ce souvenir me revient parfois lorsque j'entends un bruit soudain la nuit ou lorsque je vois une poignée de porte se tordre de manière inattendue à la télévision. C'est petit, mais ça me fait reculer. Jusqu'en 2007. Jusqu'à une porte cassée. À un chien qui en savait plus que moi. Derry est parti depuis longtemps maintenant. Mais je lui dois bien plus que je ne pourrai jamais le dire. Et quant à oncle Clem, nous n'en avons plus jamais vraiment reparlé. Personne ne l'a fait. Mais je m'en souviens.